Dans cette vidéo, nous allons donc parler des compétences en psychothérapie dans la pratique quotidienne, ou de ce que je considérerais comme une sorte de psychothérapie médicale ordinaire. Je pense que le point fondamental est que les psychiatres, et je pense que c'est également vrai pour les infirmières praticiennes, suivent une formation à la psychothérapie pendant leur internat, et même une formation considérable à la psychothérapie pendant leur internat. Et ces compétences que nous avons acquises en tant que psychothérapeutes peuvent, et, je dirais, devraient être intégrées dans la manière dont nous fournissons la pharmacothérapie, car elles ont vraiment le potentiel d'améliorer les résultats. Je vais aborder ce sujet d'un point de vue psychodynamique, en m'appuyant sur les recherches menées par Blaggis et Hilsenroth en 2000. Blaggis et Hilsenroth ont étudié les traitements psychodynamiques et les traitements cognitivo-comportementaux et ont identifié 7 caractéristiques distinctives de la psychothérapie psychodynamique, à savoir l'exploration des fantasmes du patient, la discussion des expériences passées ou du contexte de développement du patient, l'identification des thèmes et des schémas récurrents, et la concentration sur la relation thérapeutique. Se concentrer sur d'autres relations, explorer les tentatives d'éviter les pensées et les sentiments pénibles, ce qui équivaut à aborder la résistance et à se concentrer sur l'affect et l'expression de l'émotion. Je voudrais parler de la façon dont ces 7 caractéristiques de la psychothérapie psychodynamique peuvent et doivent être intégrées dans la pharmacothérapie de routine. Nous allons commencer par le premier d'entre eux, l'exploration des fantasmes. Il ne s'agit pas de la façon dont vous feriez en tant que thérapeute CIT, vous savez, les fantasmes plus larges du patient, vous savez, ce genre de choses, mais des choses qui sont plus spécifiquement liées à la compréhension du patient de sa maladie et à la façon dont ils comprennent et se rapportent aux médicaments. Encore une fois, nous pourrions vouloir évaluer, comprendre l'imaginaire du patient sur la signification de sa maladie, sur la façon dont il l'a contractée. Et comme je l'ai dit dans un exposé précédent, lorsque les patients ont des théories biogénétiques réductionnistes de la maladie, cela tend à conduire à un pronostic plus défavorable. Par conséquent, si nous déterminons que le patient a des hypothèses ou des fantasmes qui l'empêchent d'agir, nous pouvons nous y attaquer. De même, nous voulons probablement comprendre les fantasmes du patient concernant les médicaments, ses souhaits en matière de médicaments et ses craintes à cet égard. Il est donc probablement utile d'exprimer les craintes du patient afin de pouvoir y répondre dans le cadre de votre travail de prescripteur. En ce qui concerne les fantasmes, on peut également vouloir comprendre et explorer les objectifs de développement plus larges du patient. Cela nous aide à comprendre la relation du patient avec la santé et à nous positionner de manière à minimiser les conflits. En ce qui concerne les expériences passées ou le contexte de développement du patient, nous pouvons, lors de nos évaluations initiales, souhaiter obtenir un historique psychosocial ciblé qui se concentre sur quelques éléments, les modèles précoces de relations de soins. S'il existe des schémas relationnels récurrents, des patients, par exemple, qui sont terrifiés par la dépendance et qui commencent donc à faire exploser leurs relations lorsqu'ils se sentent dépendants, on peut imaginer que cela risque de se reproduire dans la relation pharmacothérapeutique, lorsque le patient commence à se sentir dépendant de ses médicaments, puis prend peur et veut arrêter son traitement. Nous pouvons également vouloir comprendre comment le patient perçoit la contribution de son histoire de vie aux problèmes qu'il présente, ce qui complique les choses et aide le patient à avoir un modèle plus complexe à l'esprit, et pas seulement un modèle biogénétique. Cela nous permet de prendre en compte et d'aborder la manière dont les antécédents du patient influencent ses traitements actuels. Par exemple, si un patient vous a dit que ses parents le jugeaient, le condamnaient et le blessaient, vous pouvez lui poser une question simple. Comment cela a-t-il affecté vos relations avec les médecins? Le patient peut alors vous exposer les types de problèmes qu'il est susceptible de rencontrer, ce qui vous permet, lorsque le problème se pose plus tard, au cours du traitement, de vous référer à la question suivante. Vous vous souvenez que nous avons parlé, au début, de vos problèmes de confiance? Je me demande si c'est ce qui se passe maintenant. Et cela vous met dans une meilleure position pour travailler sur ce genre de choses. Un autre trait distinctif du traitement psychodynamique est l'identification des thèmes et des schémas récurrents et, comme je le suggérais, l'histoire du développement nous donne vraiment une base pour identifier ces thèmes et schémas récurrents, et nous pouvons anticiper, comme je l'ai dit, que les schémas relationnels caractéristiques sont souvent recréés avec des médicaments. Les patients qui ont des relations désordonnées avec l'autorité qui s'occupe d'eux apporteront ces éléments dans le travail. Le fait de savoir quelque chose à ce sujet à l'avance nous permet d'aborder de manière préventive, ou du moins plus efficace, ces transferts, quelque peu prévisibles, avant qu'ils ne se manifestent,
ou ne deviennent un véritable problème dans le cadre du traitement. Une autre caractéristique des traitements psychodynamiques est l'accent mis sur l'affect et l'expression des émotions. Et je ne parle pas ici de la façon dont on peut vraiment essayer d'aider les patients à se connecter à leurs sentiments et à les exprimer dans le cadre d'un traitement psychodynamique, mais plutôt, vous savez, non pas de la libération des émotions, mais de l'utilisation de nos sensibilités psychodynamiques pour être à l'écoute des affects qui pourraient signaler des difficultés avec nos médicaments. En tant que psychothérapeute ou clinicien, vous guettez les petits signes de tristesse, d'anxiété ou de colère chez le patient et vous l'aidez à identifier les affects qui pourraient être utiles au processus de prescription. Un autre trait distinctif des traitements psychodynamiques est l'accent mis sur la relation médecin-patient et, comme je l'ai déjà dit, l'alliance est plus importante et plus puissante que les ingrédients actifs des antidépresseurs. Nous voulons donc nous concentrer sur la promotion d'une alliance qui responsabilise le patient en tant que partenaire et qui intègre les objectifs de développement du patient. Il ne s'agit donc pas seulement de se débarrasser de la maladie du patient, mais aussi de réfléchir à ses objectifs et à la manière dont nous pouvons utiliser les médicaments pour l'aider à atteindre ses buts en tant que personne, ce qui, je pense, nous permet d'avoir une meilleure alliance avec le patient, d'humain à humain. Je pense que nous pouvons également autoriser explicitement le patient à parler de ses problèmes relationnels. Je dirais donc à mes patients qu'étant donné ce que nous savons de l'impact de l'alliance sur les résultats du traitement, non seulement je veux qu'ils me disent si je fais quelque chose qu'ils n'aiment pas, mais j'ai besoin qu'ils me le disent. Et vous savez, quand vous faites cela, vous parlez à des patients qui vous disent qu'ils suivent un traitement depuis, vous savez, parfois des décennies, et un médecin ne les a pas explicitement autorisés à exprimer leurs préoccupations ou à être critiques. Il s'agit en fait d'un élément puissant et important du développement d'une bonne alliance. En ce qui concerne la relation pharmacothérapeutique, nous devons être conscients que notre acte de prescrire peut évoquer une foule de transferts négatifs et d'angoisses primitives. Une autre chose à garder à l'esprit est que lorsque les patients veulent de nouveaux médicaments, lorsqu'il y a soudainement de nouveaux effets secondaires qu'ils n'avaient pas, lorsque vous ou les patients commencez à vous demander, vous savez, si nous devrions obtenir un autre avis, toutes ces choses devraient vous alerter ou au moins soulever la question de savoir s'il y a une sorte de transfert ou de contre-transfert négatif. Une autre façon dont les médicaments ou la psychodynamique peuvent être impliqués dans la pharmacothérapie est l'exploration des tentatives d'éviter les pensées et les sentiments pénibles ou de faire face à la résistance. Dans les conférences précédentes, nous avons parlé des façons dont les médicaments peuvent être utilisés de manière défensive pour ne pas savoir quelque chose sur soi-même ou pour ne pas ressentir des sentiments qui sont appropriés au développement. Ainsi, lorsque nous constatons que des patients utilisent des médicaments à des fins défensives inutiles, nous pourrions commencer à en discuter et à explorer cette question avec eux. Enfin, vous savez, nous devrions penser à nous concentrer sur les relations interpersonnelles, mais la relation interpersonnelle, dans ce cas, est la relation avec le médicament. J'insiste sur le fait que les médicaments représentent, pour beaucoup de nos patients, des relations d'objets importantes. Et pour certains de nos patients, d'après mon expérience, leur relation avec leurs médicaments est plus importante que n'importe quelle autre relation dans leur vie. N'est-ce pas? Ces médicaments peuvent fonctionner comme des objets transitoires, un peu comme l'ours en peluche, la tétine ou le doudou, qui aident le patient à se sentir mieux. Dans le pire des cas, les médicaments peuvent aussi avoir remplacé les personnes. Comme nos patients l'ont appris très tôt, on ne peut pas compter sur les gens lorsqu'on leur demande de l'aide. Vous obtiendrez peut-être de l'aide, mais vous obtiendrez peut-être quelque chose que vous ne voulez vraiment pas. Dans ce cas, nous voulons vraiment comprendre la relation avec les médicaments. Comme l'a démontré Alicia Powell dans son article sur The Medication Life en 2001, si l'on explore la relation du patient avec les médicaments, on peut apprendre beaucoup de choses sur la façon dont les patients se comportent, non seulement avec les médicaments, mais aussi avec les gens dans le monde. Il s'agit donc d'une riche source de compréhension sur le plan de la conscience également. Pour résumer, lorsque nous travaillons avec des patients complexes, résistants au traitement, il est utile d'avoir un diagnostic global qui prend en compte la personne du patient, en plus d'une compréhension de la maladie elle-même. L'identification et la prise en compte des résistances à la prise de médicaments nous donnent les compétences nécessaires pour favoriser l'alliance thérapeutique qui peut faire toute la différence entre les traitements qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Souvent, nous devons également tenir compte de la tension entre le jeu à court terme, où nous nous préoccupons du contrôle immédiat des symptômes, et le jeu à long terme,
où nous invitons réellement le patient à une alliance avec nous, où il y a plus d'expérimentation, plus de prise de décision partagée et une plus grande possibilité